Bonjour les passionnés. Avec la randonnée et le plein air en général qui deviennent de plus en plus populaires, mais aussi en même temps le coût de la vie qui augmente, les prix qui explosent et les revenus disponibles pour les sports et le plein air qui deviennent de plus en plus faibles, nous nous sommes posé la question: est-ce possible encore en 2026 de pouvoir s'équiper pour le plein air, la randonnée, de façon économique? Bien, on va tenter de répondre aujourd'hui à cette question. Dans le domaine du plein air au Québec, il existe beaucoup de chaînes qui peuvent vous fournir votre équipement, mais l'offre est vraiment très grande. Souvent, on peut s'y perdre et on peut souvent être découragé par les prix. Donc, justement, est-ce possible de pouvoir s'équiper pour pratiquer la randonnée lorsqu'on est sur un budget? Il n'y a pas beaucoup d'options qui existent actuellement hors des grandes chaînes lorsqu'on veut s'équiper avec un budget limité. Donc, il va exister certains endroits qui vont faire des liquidations justement de grandes marques, mais souvent, c'est des endroits qui sont limités aux grandes villes, donc moins accessibles aux gens, disons, qui ne sont pas de Montréal ou de Québec ou des grands centres. Il existe aussi quelques services en ligne qui vont aussi faire de la liquidation de surplus d'inventaire pour certaines grandes chaînes, mais souvent les prix sont tellement élevés que même en liquidation, ça peut encore malheureusement dans plusieurs cas, être encore prohibitif pour quelqu'un qui est sur un budget. Donc, qu'est-ce que ça nous laisse comme option? Il y a toujours l'option de seconde vie, l'option de l'usager. Il existe beaucoup de groupes sur Facebook qui peuvent vous offrir la possibilité de vous procurer du matériel usagé et de donner une seconde vie justement à des équipements, des vêtements de plein air, donc ce qui est une très bonne option. Mais quelqu'un qui désire aller dans les produits, disons, neufs, bien, nous avons une option, une chaîne qui s'est installée au Québec il y a quelques années et dont la devise est de rendre le sport accessible à tous. Donc, nous avons décidé de les visiter aujourd'hui, la chaîne Décathlon. Je suis à leur magasin de Sherbrooke présentement et ce que nous allons tenter de faire, c'est de s'équiper de la tête aux pieds pour la randonnée sur un mode, je dirais, automne-hiver, parce que, bon, ben, on est dans cette période-là, et de voir quel genre de budget ça nous demande pour pouvoir s'équiper justement de façon économique et ensuite de pouvoir comparer leur offre donc avec ce qui peut se faire ailleurs et voir si vraiment on peut répondre à cette question-là. Est-ce possible de s'équiper pour faire de la randonnée de façon économique en 2026? Ben, allons-y! Commençons par le bas et on va monter tranquillement. Donc, ça prend toujours une bonne base quand on construit une maison, donc notre solage, la botte. Donc ici, on a une botte avec une très bonne grip, donc une très bonne accroche pour l'hiver, pour les sentiers accidentés. Ça prend une botte qui est imperméable aussi, parce qu'on parle évidemment de conditions hivernales. Et l'autre point très, très important va être la température. Faut toujours regarder, lorsqu'on nous indique des températures, la température de confort. Souvent, on va avoir deux températures à regarder. Donc, la température statique et la température mobile. Donc, température statique, c'est lorsque vous êtes arrêté, quel genre de température on va pouvoir être qui va nous permettre d'être confortable. Une botte comme ça ici, température statique de moins 8 degrés, donc c'est vraiment très bon. Et ensuite, température de confort en mouvement qui va être une température de moins 17. Donc, parfait pour le genre de conditions qu'un randonneur peut rencontrer au Québec et conditions aussi en montagne. Donc, voilà, premier item dans le panier.
Ensuite, bien évidemment, dans les bottes, on va parler de bas. Donc, ça prend vraiment un bon bas, un bas qui est adapté à la randonnée parce que c'est un bas qui va être plus résistant pour vraiment la pratique de ce sport-là. Ici, bien évidemment, on va parler d'un bas d'hiver, donc un bas en lainage, un bas qui va permettre de donner une bonne chaleur. Ici, à noter, on parle d'une paire de 2 bas ici, avec un pourcentage d'environ 30% de laine de mérino à l'intérieur. Un bas qui va monter quand même un peu plus haut, donc vraiment vient aider aussi à donner un peu plus de chaleur au bas des jambes, donc c'est très pratique. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'aime beaucoup le mérino parce que c'est quelque chose qui respire. Donc, il va donner aussi beaucoup de chaleur par rapport à son poids. Et aussi, pour ceux qui font de la randonnée un peu plus longue, ne donne pas de senteur. C'est sûr qu'ici, on a seulement 30%, mais c'est amplement suffisant. C'est un bon bas de débutant. Allez hop, dans le panier. Ici, à ce stade, je vais commencer à vous parler de ce qu'on appelle le système de couches. Le système de couches, c'est lorsqu'on est en activité, ce qu'on veut, c'est pas avoir nécessairement une pièce de vêtement qui est hyper chaude, qui est bon pour moins 30, parce qu'à la minute où on va bouger, on va se mettre à avoir chaud et on va transpirer. À partir du moment où on transpire l'hiver, lorsqu'on s'arrête, on va geler. Donc, ce qu'on veut, c'est un système de plusieurs couches où on peut remettre ou enlever certaines couches pour toujours avoir une légère fraîche et pas développer ce phénomène-là d'humidité qui va faire qu'on va geler. D'où l'importance justement d'une bonne sous-couche. Donc ici, on va parler de sous-vêtements, de collants ou les fameux caleçons qu'on appelle au Québec un base layer et justement aussi la partie ici haute. Donc, je commence avec les sous-vêtements. Souvent, c'est quelque chose qu'on va pas bien considérer, penser qu'on peut partir avec n'importe quel type de sous-vêtement. Il faut faire attention. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui va nous éviter d'avoir du frottement, développer des irritations au niveau de l'entrejambe et on va vouloir quelque chose aussi qui respire. Donc, c'est pour ça, je vais vous en parler beaucoup, que j'adore le mérino. Peut être un petit peu plus cher, mais ici, on a quand même des très bons prix. Donc, on va aller dans le mérino et de toute façon, on fait le comparatif avec ce qui peut se faire ailleurs. Donc, ici, voilà une belle paire de sous-vêtements, de bobettes, comme on appelle au Québec, en mérino. Ensuite de ça, bien, les fameux collants, les fameux caleçons, comme on dit bien ici par chez nous. Donc, encore une fois, en laine de mérino, pas trop épais, quelque chose qui va respirer et qui va venir dégager une super bonne chaleur et qui va vous faire une première couche pour le bas du corps, très agréable, donc et très confortable. Mérino, encore une fois. Finalement, pour le haut du corps, bien, un mérino aussi, très, très confortable. J'ai des modèles qui sont similaires à ça ici, à manches longues, parce qu'on veut cacher le bras en entier pour que cette première couche-là, on va entendre le terme par des gens qui sont habitués dans la randonnée de base layer, donc la couche de base, la couche primaire. Encore une fois, comme je le disais, en mérino, quelque chose qui est pas trop épais, qui va être juste bien, qui va permettre d'avoir une belle chaleur et vous donner un bon système de couches. Donc, voilà. Maintenant, on va parler des couches primaires. Donc, ici, on commence par le bas du corps. Une couche très importante, il faut vraiment être un peu particulier dans ce qu'on va venir choisir. Évidemment, on parle de conditions hivernales. Donc, on veut un tissu qui va être déperlant, donc qui va rabattre un petit peu, répulser un peu la pluie et la neige. Mais évidemment, on ne parle pas d'un pantalon ici qui est imperméable. Ensuite, bien évidemment, on a des options intéressantes. Dans ce cas-ci, on va avoir dans le bas du pantalon une petite élastique qui va permettre d'empêcher la neige et le vent de venir remonter sur la jambe et nous refroidir. On a même un petit crochet qui va permettre d'accrocher le pantalon sur les lacets de la botte.
Ensuite de ça, bien, on veut un pantalon quand même qui va donner une bonne chaleur, mais il ne faut pas que ça soit trop élevé parce qu'encore une fois, on parle d'un système de couches ici. Donc, on veut être capable de pouvoir jouer un peu avec ces couches-là. Avec le haut du corps, c'est plus facile. Avec le bas du corps, à la limite, on peut enlever la sous-couche si ça devient vraiment trop chaud. Si c'est plus froid, bien, il pourrait même avoir une autre couche qui pourrait être mise par-dessus celle-là. Pas nécessairement requise à 100%, mais si vous avez un peu de budget, ça pourrait être considéré. Donc, il serait à ce moment-là une couche coupe-vent, un genre d'imperméable s'il se met à avoir de la neige fondante. Ici, on parle d'une température de confort de moins 10. Donc, évidemment, en activité, ça va être plus chaud que ça, surtout lorsqu'on combine avec la couche primaire dessous. On peut atteindre vraiment une température de confort très intéressante, même par des températures plus basses. Une autre option qui est intéressante, souvent, on ne va pas nécessairement rencontrer ça sur tous les pantalons, mais ici, on l'a. Donc, je trouvais que c'était vraiment bien à montrer. Si vous êtes des gens comme moi qui vont suer vraiment beaucoup, bien ici, vous avez des petites trappes de ventilation qui permettent vraiment de venir là, nous refroidir au niveau de la jambe. Donc, voilà, la couche du bas, la couche primaire est choisie. Maintenant, on va aller en continuant vers le haut du corps avec la couche secondaire. La couche secondaire, elle, a pour but de donner juste une petite chaleur de base dans le but de nous mettre confortables. La première couche, c'était d'être respirante et de permettre de nous garder le corps au sec. Cette couche-là, nous donner juste une belle petite chaleur. Souvent, ça va être une couche qu'on va appeler une laine polaire. Ça, là-dedans, on peut partir en peur, comme on dit, mais juste une belle petite couche de base, ça va être juste bien parfait. On voudrait avoir quelque chose avec un zipper pleine longueur, beaucoup plus facile de pouvoir justement jouer avec le système de couche, mais même s'il n'y a pas de zipper du tout, qu'on doit la passer par-dessus la tête, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir cette petite couche-là qui va venir nous donner une chaleur de base. Donc ici, souvent, c'est disponible dans différentes couleurs. J'y vais avec le noir, ça va faire avec tout. Et évidemment, c'est quelque chose qui est très, très confortable. Maintenant, on poursuit avec la couche primaire, donc qui est la couche extérieure, qui, elle, va nous donner un maximum de chaleur, mais aussi qui a pour but de nous protéger des éléments. Évidemment, c'est pas une couche qui a pour but d'être imperméable. On veut quand même que ce soit quelque chose qui respire un peu. Son but, c'est vraiment de nous protéger contre le froid. Ici, ce que je recommande, il y a des doublures qui sont synthétiques, des doublures qui sont en duvet, des doublures qui sont en duvet synthétique. Bon, ça, à ce moment-là, ça devient une question de choix. Mais pour quelqu'un qui commence, je vous dirais, c'est plus ou moins important. Ce qui est important, c'est de regarder la température, encore une fois, la température de confort. Ici, on va avoir une veste, notre fameuse, on dit en québécois, doudoune, qu'on va amener avec nous en randonnée. Donc, celle-ci va avoir une température de confort entre 0 et moins 10 degrés. Il y en a qui vont dire, ouais, mais s'il fait moins 15, s'il fait moins 20, n'oubliez pas, on est en système de couches. Si je combine ma couche de base avec ma couche secondaire de polaire et ensuite ça, bien, vous allez voir là, qu'on peut facilement se rendre à des moins 20 très, très facilement. Donc, ici, une belle petite doudoune. Je reste dans le noir, donc température de confort de 0 à moins 10 degrés, amplement suffisant. Évidemment, bon, ça a un zipper complet. Il y en a qui vont offrir la possibilité d'être mis dans une petite pochette en boule pour mettre dans le sac à dos si on n'a pas besoin de l'avoir sur nous lorsqu'on randonne. Donc, voilà pour la couche supérieure. Elle aussi, on l'envoie au panier et on continue maintenant avec tous les petits articles secondaires qui vont être requis pour partir en rando. Il faut penser aussi au haut du corps. Le haut du corps est un endroit où on peut avoir de très, très bonnes déperditions de chaleur, particulièrement le cou et la tête. Donc, c'est des endroits où on ne veut pas avoir froid. Quand on est en mouvement, on a tendance à dégager quand même beaucoup de chaleur par ces endroits-là.
Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'a pas nécessairement besoin d'une grosse tuque très épaisse parce que vous allez avoir chaud très rapidement. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la plupart des conditions, une petite tuque mince en mérino comme celle-ci va vraiment très bien faire le travail. Donc, moi, ça serait mon choix dans la plupart des randonnées. Ça va vraiment très bien fonctionner, mais je traîne toujours une tuque plus chaude avec moi au cas où je devrais me couvrir la tête un peu plus, mais même avec ça, les couches externes, comme celle qu'on a choisie, est équipée d'un capuchon. Donc, le capuchon, combiné avec ça, va faire dans vraiment, je dirais, dans la plupart des conditions. Donc, hop, pour la tuque. Ensuite, on veut se protéger le cou. Pas besoin non plus d'aller avec des choses très épaisses, très complexes. Un petit collet comme ça, des tissus comme on a vu apparaître dans les dernières années, quelque chose de mince qui respire bien, qui va vraiment bien faire pour se cacher le visage. C'est moulant. Et le fait justement que ça respire bien va éviter que ça devienne humide trop rapidement et ça dégage juste une bonne petite chaleur qui va permettre, dans le fond, de vous garder au chaud dans la plupart des températures. Encore une fois, moi, je vais toujours peut-être traîner un modèle plus épais dans les cas où je me perds et je dois rester au froid plus longtemps. J'aurai quelque chose là d'un peu plus chaud. Mais dans la majeure partie des conditions, un peu comme la tuque, ça ici va très bien faire le travail. Hop! Avec tout ça, il faut pas oublier non plus nos mains. On s'est occupé des pieds, il faut s'occuper aussi des mains. On veut garder nos mains bien au chaud. Donc, un bon gant ici pour les conditions hivernales. Encore une fois, il faut faire attention. Les mains, c'est quelque chose qui va devenir quand même chaud lorsqu'on est en activité. On ne veut pas trop suer des mains. On ne veut pas non plus, au niveau de la dextérité, d'avoir un gant qui est trop gros. Donc, un gant comme ça ici qui va couper le vent, surtout si vous faites de la montagne, qui va avoir quand même une certaine imperméabilité au cas où il neige, surtout quand c'est de la neige collante, et quand même donner juste la bonne chaleur, je dirais température de confort, moins 5 à moins 10 degrés, pas des grosses mitaines, moins 30, vous allez suer des mains immédiatement. Et au niveau pour tenir les bâtons de marche, c'est pas très pratique. Donc, un petit gant comme ça ici va très bien faire le travail et vous n'êtes pas obligé d'être dans la section nécessairement de randonnée. Vous pouvez aller dans la section de ski où souvent il y a encore beaucoup plus de choix au niveau des gants. Ici, ben c'est là que je suis. Je suis dans la section de ski et ça ici, un beau petit gant d'entrée de gamme qui fait très bien le travail. Donc, voilà pour les mains. Maintenant, au niveau des équipements secondaires, ben, en randonnée, moi, je suis un fervent défenseur de l'utilisation des bâtons. Les bâtons vont vous permettre de réduire entre 20 à 30 la charge sur vos jambes, sur vos articulations, va vous aider beaucoup à stabiliser dans les montées, prendre une partie de la charge du poids de votre sac à dos, augmenter votre stabilité parce que vous avez 4 points, dans le fond, d'appui au niveau du sol. Donc, oui, effectivement, moi, très fort défenseur des bâtons. Je ne randonne jamais sans bâton. Encore là, dans les bâtons, on peut s'exciter, partir dans des délires de bâtons à 300 fibre de carbone et tout ça. Mais pour quelqu'un qui est sur un budget, quelqu'un qui commence, un bon bâton de randonnée de base va bien faire le travail. Donc, moi, je recommande un bâton, évidemment, où on a vraiment une bonne sangle large ici qui va être confortable au niveau du poignet lorsqu'on appuie notre main, qu'on va être vraiment bien confortable, que la grip du bâton est bonne, de préférence en liège ou une partie ici en forme qui permet aussi de tenir le bâton comme ça, si à un moment donné, on doit les prendre dans les mains pour des questions de sécurité.
Ensuite, bien évidemment, un bâton qui sera pas trop long une fois refermé, parce qu'il y a des gens qui partent en voyage, ils n'ont pas énormément de place peut-être dans leur voiture ou à la maison pour ranger. Donc, une longueur comme ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des bâtons qui vont être en 2 ou en 3 sections. Ici, ce que j'aime bien, c'est que la section du bas est une section qui a seulement un ajustement, donc vous avez entendu, avec un petit clip. Et ensuite, ici, on va avoir une petite planche, une petite attache de serrage qui va permettre ensuite de pouvoir ajuster le bâton à la bonne hauteur. Parce que oui, les bâtons doivent être ajustés. Normalement, ce qu'on cherche à avoir, ça va être dans le fond un 90 degrés. Comme vous voyez ici, c'est beaucoup trop bas. Donc moi, normalement, je suis environ à 110 cm. Donc ici, je viens l'ajuster. Et vous voyez, j'ai mon 90 degrés ici. Je recommande beaucoup le système avec une petite planche comme ça ici, qui peut être ajustée avec une petite vis pour resserrer, parce que ça, c'est un système ici qui ne va pas geler, qui ne risque pas de se coincer. Souvent, il y a des systèmes où on va tourner le bâton et là, il va se resserrer. L'hiver, c'est un système qui peut avoir tendance à être problématique. Donc, un bâton comme ça ici, moi, c'est ce que je recommande. Et évidemment, bien, ça nous prend 2 bâtons. Donc, je pars avec ça et on se déplace un peu par là-bas pour aller parler de crampons. Les crampons en hiver, en randonnée hivernale au Québec, particulièrement si vous faites de la montagne, c'est quelque chose qui est important. Si les gens vous demeurez vraiment beaucoup sur le plat, oui, c'est important, mais peut-être un peu moins que ça avait tendance à faire des montées et des descentes. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, je dirais, prendre à la légère. Notre adhérence, on ne veut pas tomber et glisser sur la glace, c'est vraiment important. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'aller vraiment vers un ensemble de crampons vraiment qui sont adaptés là, à la montagne, donc pour pouvoir faire des bonnes montées et surtout, bien travailler dans la neige, parce que la neige, ça peut être glissant aussi. Et si on n'a pas des crampons qui sont assez, je dirais, agressifs, lorsqu'on va monter une pente, vous avez des tout petits crampons, bien, dans de la neige qui peut avoir une certaine épaisseur, vous allez simplement glisser. Donc moi, évidemment, je vais vraiment recommander un crampon qui va vraiment avoir là, une bonne agrippe, une bonne accroche au niveau du crampon. Ici, j'étais environ là, 1 cm. Donc, c'est quelque chose qui est agressif, qui vient s'installer dans le fond avec un système de caoutchouc sous le pied, avec des plaquettes comme ça ici, avec des crampons. Et on vient passer ça derrière le talon et attaché avec une petite bande velcro par le dessus. Donc vraiment, ici, on a un très bon modèle qui va très bien faire le travail. Mais si vous voulez pas avoir quelque chose d'aussi agressif que ça, ben dans la plupart des magasins, comme ici, vous pouvez avoir des options avec des crampons un peu moins agressifs. Mais moi, voici ce que je vais vous recommander, d'aller avec quelque chose là, d'un peu plus agressif. Nos items ont été placés ici dans le bac. Nous avons passé à la caisse. Quelle est la conclusion? Eh bien, un montant de 746,19 $ pour s'équiper de la tête aux pieds pour de la randonnée hivernale d'une journée. On ne parle pas ici de multijours, mais de randonnée occasionnelle d'une journée. Donc, je crois que nous avons bien répondu à notre question. Maintenant, passons à la conclusion. Nous avons exploré 2 autres options pour vous. Donc, l'option de l'achat en ligne à travers une chaîne de liquidation de magasins de plein air à grande surface et un autre magasin qui vend des équipements de plein air, vêtements de plein air, de grande surface aussi. Donc, dans le cas de l'achat en ligne à travers l'option de liquidation, donc, nous avons trouvé que les prix seraient environ autour de, je dirais, près du double, peut-être un peu moins. Évidemment, nous avons vérifié de s'assurer que les produits sont des produits
équivalent, de même qualité, et aucun des produits que nous avons sélectionnés, ni ici chez Decathlon ou ailleurs, étaient des produits en liquidation, vraiment pour que on soit basé dans le fond sur la même structure de prix. Ce que nous avons remarqué aussi avec la liquidation en ligne, c'est un des désavantages et le fait que ce sont des ventes finales. Donc, ce qui veut dire que si la taille n'est pas bonne, la couleur n'est pas à votre goût ou peu importe, vous n'avez pas de possibilité d'être remboursé. Et comme c'est en ligne, vous ne pouvez pas essayer. Il y a aussi le fait que souvent, certaines pointures ne seront pas disponibles. Dans notre test, il y a 2 produits que nous n'avons pas pu obtenir. Un était simplement juste pas disponible et l'autre était les bâtons de marche et nous n'avons rien trouvé qui était équivalent. Donc, nous avons calculé, dans le fond, une moyenne pour en arriver à un prix. Ensuite, un compétiteur, un magasin à grande surface, encore une fois, à prix régulier, avec des items de qualité équivalente, avec les mêmes caractéristiques. Encore une fois, on voit qu'on est pratiquement, dans ce cas-là aussi, au double du prix en comparaison avec ce qu'on a fait ici chez Decathlon. Donc, c'est des options qui sont intéressantes, mais vous allez payer évidemment beaucoup plus cher. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui peut s'offrir à vous vraiment pour répondre à la question, est-ce possible de s'équiper en 2026 pour vraiment pas trop cher puis être vraiment dans un budget? Il existe les options de donner une seconde vie à vos produits, donc d'aller vers des produits qui sont usagés. Il y a certains endroits, certains sites Internet et sur Facebook, des groupes qui sont dédiés, dans le fond, à la revente d'équipements de plein air. Donc ça, c'est une option qui est vraiment très intéressante. Il y a même chez le magasin Sale qui ont même à l'intérieur de leur structure un site qui permet de donner une seconde vie, donc de faire de la revente de produits, ce qui est très intéressant. Ensuite, bien, c'est de surveiller les liquidations, même sur le site qu'on a vérifié de liquidation en ligne. Eux-mêmes ont des liquidations et des rabais qui peuvent être vraiment intéressants à profiter. Et aussi, bien évidemment, dans les magasins réguliers, vous pouvez aussi, comme on dit en bon québécois, courir les ventes pour essayer d'avoir des deals très intéressants, faire des bonnes affaires ou attendre, dans le fond, pour acheter en basse saison. Donc, acheter à la fin de la saison estivale des produits pour votre saison estivale qui va suivre et un peu la même chose pour l'hiver. Donc, c'est les options qui sont disponibles, qui s'offrent à vous. Donc, est-ce que c'est possible en 2026 de s'équiper pour faire de la randonnée sur un budget? Oui, c'est possible. Ça demande peut-être un petit peu de travail. Il n'y a pas nécessairement énormément d'options, je dirais, dans le neuf qui vont vous permettre de le faire. Mais comme vous avez vu aujourd'hui, bon, ben, il y a une chaîne qui existe qui pourrait vous permettre de le faire. À vous maintenant de faire vos devoirs, d'essayer différentes choses, d'essayer différentes options et de voir, dans le fond, ce qui va vous satisfaire. Donc voilà, c'était Éric Laviolette pour Passionné de rando.